Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro, chaîne YouTube consacrée à la pratique de l'astronomie amateur. Et si vous êtes là, c'est parce que vous voulez offrir un télescope à un de vos proches, que ce soit un enfant, un adolescent, voire même un adulte, pour l'occasion de Noël, d'un anniversaire, ou etc. Voire même d'une fête voilà, de départ d'entreprise ou des choses comme ça. Mais vous y connaissez absolument rien et vous recherchez des petites informations. Et vous avez bien raison de regarder cette vidéo parce que offrir un télescope, c'est un petit peu comme offrir une moto à un motard. Si vous offrez une japonaise à un fan d'Harley Davidson, ça va pas le faire du tout. And how would you have bought the bike if I didn't order everything for that bike I did? Ou c'est comme offrir un DVD. Si vous voulez offrir un DVD de Terminator à votre femme alors qu'elle est plutôt du style Titanic, Mais il va la fermer sa gueule! ça va pas le faire non plus. Et donc aujourd'hui, je vous propose un guide. Voilà, on va parler un petit peu de, voilà, globalement de comprendre un tout petit peu quand même ce qu'on va offrir, mais surtout comprendre à quoi ça vous engage. En particulier, voilà, si vous offrez un télescope à un de vos enfants, que ce soit un jeune enfant ou un adolescent, il va falloir peut-être se poser la question de devoir emmener votre enfant sur un site d'observation qui s'y prête, si vous habitez en ville, voire d'amener le télescope en vacances. Et là, bien évidemment, tous les télescopes n'ont pas la même dimension. Donc voilà, un petit guide avec des petites questions théoriques, mais surtout une trentaine de références. Alors juste un petit truc important avant d'attaquer, vraiment de rentrer dans le vif du sujet. L'idéal, très clairement, c'est quand même de demander à la personne qu'est-ce qui te ferait plaisir comme télescope. On a un budget de temps, voilà. Et vous avez un épisode, je vous mets le lien ici, donc quel télescope acheter, critères, pièges, références, dans lequel je vous donne des tonnes voilà, de conseils. C'est beaucoup plus technique. Mais ça aidera la personne à qui vous allez conseiller, enfin à qui vous voulez acheter votre instrument, finalement vous allez lui donner vraiment le bon instrument qui lui correspond, qui lui convient en fonction de ses goûts, en fonction des différents critères. Mais ceci dit, si vous voulez faire une surprise, si vous êtes plutôt pour un enfant et que du coup vous savez pas trop, voilà, il saura pas vous dire ce qu'il voudrait, ce qu'il lui faudrait, et bien voilà, vous allez tout avoir dans cet épisode. Donc on attaque maintenant sur la chaîne Astro. Alors, des instruments, des télescopes, il en existe de plusieurs types en réalité. Ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle une petite lunette astronomique, mais on peut appeler ça globalement un télescope. Et ça, ce sont des télescopes de type Newton. Et donc, chaque télescope a un peu ses forces et des faiblesses. Il y a des télescopes qui sont plus polyvalents que d'autres, ou certains qui vont être véritablement plus dédié à l'observation planétaire d'une manière générale, c'est-à-dire les planètes brillantes. On va parler de Vénus, Jupiter, Saturne, Mars et la Lune, bien évidemment. D'autres télescopes, d'autres instruments seront plus adaptés à l'observation aussi du planétaire, mais également à l'observation du ciel profond, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de notre système solaire, mais également des comètes, puisque ce sont des astres plutôt peu brillants. En dehors de notre système solaire, on a des amas d'étoiles, on a des galaxies, on a des nébuleuses, et là c'est vraiment aussi très très sympa. Par contre, c'est un petit peu plus exigeant parce qu'on est sur des choses moins lumineuses. Alors une des premières considérations à se poser déjà, c'est où est-ce que va être utilisé cet instrument. Si vous habitez en pleine ville, par exemple en plein Paris, c'est pas l'endroit où on va faire justement de l'observation du ciel profond. Très clairement, si vous sortez de chez vous, vous allez voir une dizaine d'étoiles tout au plus, peut-être aller une vingtaine dans les meilleurs moments, mais sinon ça va pas vraiment être le top. Donc on sera plutôt sur des instruments orientés vers le planétaire. Par contre, si vous partez en vacances, là, un instrument pourra devenir assez intéressant. Même une petite lunette, finalement, va vous permettre de voir pas mal de choses. C'est avec des lunettes de 70 mm, par exemple, que Charles Messier a observé une centaine d'objets du catalogue qui porte son nom. Donc des galaxies, des nébuleuses, des amas d'étoiles. Donc ça, c'est déjà la première chose à se poser, c'est finalement un petit peu où est-ce que vous allez utiliser cet instrument, et ça va avoir un impact, c'est-à-dire que vous allez peut-être devoir embarquer cet instrument en vacances.
et en vacances, bah, ça va tout de suite faire du poids et du volume dans la voiture. Donc ça, c'est un truc à prendre en considération. L'autre chose à prendre en considération et à bien comprendre, c'est finalement les caractéristiques principales de l'instrument, et elles sont, on va dire, au nombre de 3. La première chose, c'est le diamètre. Ici, par exemple, 70 mm. Ici, c'est aussi 70, là, c'est 115 mm. Plus le diamètre est important, finalement, plus l'instrument va collecter de lumière. C'est un peu comme un entonnoir. La conséquence de ça, c'est que vous allez pouvoir, en fait, grossir plus. Quand vous observez une planète, ça va être intéressant parce que le diamètre va aussi caractériser ce qu'on appelle le pouvoir séparateur, c'est-à-dire la capacité de l'instrument à voir des détails. Et les planètes sont assez petites. Sur la Lune, il y a plein de fins détails également. Par contre, la Lune est plus grosse, bien sûr. Et donc, plus le diamètre est important, mieux ce sera pour observer des détails. L'autre chose, c'est que le diamètre conditionne effectivement, pour ce qui est du ciel profond, il conditionne finalement la capacité à grossir l'image tout en ayant une image lumineuse. Ce télescope donc de 115 mm de diamètre offrira une image plus lumineuse que ce télescope de 76 mm de diamètre à grossissement égal. C'est assez logique fondamentalement. Et donc finalement, avec un diamètre double, on collecte 4 fois plus de lumière, mais en fait surtout globalement à luminosité égale, on va pouvoir observer avec un grossissement double. Et c'est un petit peu comme le fait de zoomer finalement une photo sur votre ordinateur, l'image sera plus grande. Donc globalement, on va essayer quand même de rechercher l'instrument le plus gros. Les autres caractéristiques, ça va être la focale. Elle va caractériser, si vous voulez, un petit peu le grossissement nominal de l'instrument. C'est un petit peu finalement le rapport, les notions de focale et de diamètre, c'est un petit peu comme pour un objectif d'appareil photo. Et la dernière information, c'est la division de la focale par le diamètre, et ça va caractériser globalement le domaine d'usage. Là, par exemple, on est aux alentours de 8 de mémoire, on est sur un instrument polyvalent. Certaines lunettes longues sont plutôt à 10 voire 12. Là, on va être plutôt sur une utilisation planétaire. D'autres instruments vont être aux alentours de 5 voire 4. Et là, on va être beaucoup plus polyvalent vers le ciel profond. Mais vous inquiétez pas, je vais ensuite vous donner vraiment les domaines d'usage de ces instruments que nous allons voir. Donc voilà les petites notions principales quand même à essayer de garder en mémoire. Et donc très clairement, il va falloir se dire que si vous offrez un télescope avec un enfant, eh bien cet enfant ne va pas être forcément très à même de l'utiliser tout seul, donc il va falloir que vous appreniez à l'utiliser. Et là, il y a quand même des choses, et c'est globalement un petit peu tout ce qu'il va y avoir en filigrane sur cet épisode, c'est ce que j'appelle les hobby killers, c'est-à-dire les trucs qui vont faire que le télescope finalement va rester dans un placard, voire ou dans un grenier, et puis voire terminer sur le bon coin. Un télescope inutilisable, très clairement, l'enfant ne va pas l'utiliser, ou même la personne à qui vous allez l'offrir. Je prends un exemple, cette petite lunette par exemple, vous pouvez voir au-dessus d'elle un support pour smartphone. Alors on peut utiliser un logiciel qui s'appelle Sky Eye qui permet de prendre en compte le fait que le smartphone soit à l'horizontale sur l'appareil. Hein. On est sur l'utilisation finalement de la fonction de boussole un petit peu, et puis globalement les détections de sens du smartphone. Si votre enfant n'a pas de smartphone pour l'utiliser, eh bien il ne va pas pouvoir pointer les cibles. Ça, c'est un truc tout bête. Souvent, on vous vend des instruments avec des petits chercheurs comme ça. Ces petits chercheurs sont extrêmement peu lumineux, et si vous êtes sur une lunette comme ça, et si vous voulez viser assez haut, le chercheur se trouve ici, il va falloir se placer la tête en dessous. Là aussi, c'est un hobby killer. Et souvent, et puis les instruments que je vais vous proposer ont tous ça, eh bien on va utiliser, sauf certains, mais on va utiliser un viseur point rouge qui nous permettra finalement, entre deux étoiles, on va repérer, voilà, on va les pointer comme ça, et vous allez pointer avec ça. Vous avez un épisode sur la chaîne, d'ailleurs, vous avez toute une playlist sur la chaîne dédiée aux débutants à l'astronomie. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans le système solaire, qu'est-ce qu'on peut voir dans le ciel profond, comment se repérer dans le ciel, et ensuite, effectivement, comment pointer une cible. Et je vous montre vraiment avec un exercice en vue réelle, finalement, un peu ce que donne le pointage avec un viseur point rouge. C'est très très efficace. Moi, j'utilise ça, en fait, même avec des télescopes de très très gros diamètre, puisque j'ai des télescopes beaucoup plus gros que ça. Donc ça, c'est aussi une chose à prendre en considération. Si vous offrez un télescope à un enfant, il va falloir que vous appreniez l'astronomie. Vous avez tout gratuit sur Internet. Il n'y a pas besoin de payer de formation pour ça. Vous avez ça notamment sur ma chaîne dans la playlist pour les débutants. Et puis si vous vous heurtez à des petites choses, il y a des groupes sur Facebook. Il y a un groupe qui s'appelle la communauté astro sur Discord. Et vous pouvez venir poser des questions. On sera là pour vous aider.
Voilà. Ça, très clairement, voilà. Mais par contre, quand même, faut pas prendre les enfants pour des idiots non plus. C'est-à-dire qu'à 10, 12 ans, moi, je fabriquais déjà mes premières lunettes astronomiques et j'arrivais à pointer des objets, à apprendre avec une carte et tout. Une chose qui est importante à noter, par exemple, c'est de voir si vous avez un club d'astronomie à proximité de chez vous. Je vous mets un lien plusieurs liens dans la description pour trouver des listes de clubs d'astronomie. Et on apprend très très vite avec un club d'astro, mais surtout on n'a pas forcément obligé d'avoir un gros instrument. Moi, ma petite lunette, ça fait 70 mm de diamètre. Ma lunette, quand j'étais gamin, elle faisait 35 mm de diamètre. Donc elle était deux fois moins puissante que celle-ci. Et pourtant, j'avais des instruments, des observations assez mémorables. Mais par contre, je faisais partie d'un club avec un télescope carrément de 360 mm de diamètre, donc un gros télescope, et donc ça m'a permis de progresser un petit peu sur les deux plans. Alors l'autre chose à prendre en considération dans le choix de notre instrument, par exemple si vous allez l'offrir à un adolescent, mais même d'ailleurs un enfant de 10-12 ans, dans une société hyper connectée, de l'appareil photo, du smartphone, etc., il voudra prendre des photos. Ça, clairement, vous y couperez pas. Pour ça, il existe des adaptateurs, et certains télescopes sont d'ailleurs même livrés avec des adaptateurs pour smartphone. Ça permettra de photographier la Lune, ça permettra de photographier un tout petit peu les planètes, mais bon, clairement les planètes, elles vont manquer de détails et elles vont être trop lumineuses généralement pour les appareils photo. Mais pour la Lune, on peut faire des photos vraiment sympas. Avec les appareils photo vraiment les plus récents, on peut commencer à faire des photos un petit peu de nébuleuses ou d'amas d'étoiles. Faut pas attendre des trucs extraordinaires. Le problème, c'est que l'appareil photo va pas être motorisé en fait avec la rotation de la Terre et avec le zoom du télescope, et bien là ça va être un petit peu plus difficile. Mais pensez qu'il va pouvoir éventuellement y avoir cette possibilité, mais je vais vous montrer pas mal d'instruments finalement sur lesquels vous allez pouvoir mettre un appareil photo de type réflexe ou hybride, et là aller vers une évolution à moyen terme de faire beaucoup plus de photos. D'une manière générale, il faut bien se poser la question que finalement celui à qui vous allez offrir cet instrument, il faudra être quand même un peu démerdard, il faudra être peut-être un peu bricoleur. Vous voyez que bon, bah, ça c'est du fabriqué maison, une petite monture comme celle-là. On peut faire plein d'accessoires pas chers pour un instrument si on est un petit peu bricoleur. Mais surtout, il faut avoir un sens de la recherche. Il faut, si vous voulez, il existe des télescopes tout automatiques qui vont pointer directement dans le ciel. On lui aura pointé juste 3 étoiles brillantes et après on lui dit voilà, tu me montres Saturne, boum, ça va directement sur Saturne alors qu'on ne sait pas où elle est. Le problème déjà, c'est qu'on n'apprend pas tellement notre ciel. La deuxième chose, c'est que le coût de cette fonction-là, ce qu'on appelle le GoTo, ça coûte 200 €. Et quand on offre un cadeau, vous n'allez pas offrir un cadeau à 2000 €. Donc vous allez forcément être limité en budget et il va falloir trouver le budget au bon endroit. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, que le plus important c'était quand même le diamètre et finalement la partie optique de l'instrument, eh bien l'un va être contre l'autre. Donc je ne vais pas vous conseiller d'instruments de type GoTo et je ne vais même pas vous conseiller d'instruments de type motorisé. Très clairement, quand on est sur un simple cadeau, on est sur quelque chose qui va être à l'observation et un premier instrument. Là où on va veiller quand même, c'est un instrument qui puisse se vendre, un instrument qui puisse se donner et globalement de ne pas être complètement à fond perdu. Et si la personne est vraiment intéressée, certains instruments vont pouvoir aller vers de l'utilisation beaucoup plus ardue avec une monture motorisée qu'il faudra acheter et de faire de la photo justement du ciel profond ou planétaire. Donc du coup, là aussi, dans la recherche de simplicité pour l'observation, on va éviter, ça c'est une monture équatoriale allemande, alors je vais vous en proposer quand même 2 montures pour les appareils photo. Ça c'est une monture qui sert à suivre la rotation de la Terre, simplement c'est motorisé, ça coûte assez cher, celle-là elle vaut 450 €. On va aller sur des petites montures azimutales comme ça, ou voilà comme ça, qui tournent droite-gauche, au bas. C'est beaucoup plus facile à utiliser finalement. Une petite monture azimutale, bon, quand elle n'est pas trop mauvaise et pas trop frêle bien évidemment, c'est très intuitif et en fait ce sera le plus simple à utiliser très clairement. Alors dans les 2-3 hobby killers qui nous restent quand même à considérer, ça va être déjà le poids. C'est sûr que vous n'allez pas offrir un télescope qui va faire 25 kg à un enfant de 10 ans. Il ne va pas le sortir, tout simplement, il n'y arrivera pas. Il aura besoin impérativement de votre aide, donc là il va falloir aussi avoir un bon niveau de réflexion par rapport à cette capacité-là.
L'autre chose, c'est bien évidemment le volume, on en a déjà parlé, mais si vous avez besoin d'embarquer le télescope en voyage, un télescope, enfin voilà, en voiture, en vacances, un télescope par exemple un Dobson 250 qui est beaucoup plus gros que ça, vous n'allez pas pouvoir l'embarquer avec tous les bagages. Par contre, il existe certains télescopes démontables dans le marché, ça coûte plus cher, où il y a carrément la possibilité de les faire soi-même. Là, il y a toute une playlist sur ce qu'on appelle les télescopes Stroke, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais certains télescopes vont pouvoir être transformés à terme en télescopes vraiment de voyage ultra compact qui rentrent dans une toute petite valise. Et la dernière chose, outre donc le fait de la difficulté de rechercher une cible, mais ça on en a déjà parlé finalement, savoir quoi regarder, etc. Vous avez aussi un épisode dédié justement à des cartes du ciel complètement gratuites, des atlas du ciel complets avec des idées de choses à observer, plein d'informations pédagogiques. Je pense en particulier aux atlas du Club de la Girafe. Tout ça c'est complètement gratuit, je vous mets le lien ici. Vous avez quand même un dernier point à considérer quand même, c'est la question vestimentaire tout simplement et des petits accessoires qu'il y a autour de l'instrument. Vous allez offrir un instrument, mais il faudra penser à la lampe frontale rouge, à des vêtements chauds, un bonnet, des gants, des mitaines moufles. Là aussi, je vous donne des liens sur des épisodes. Il y a une playlist en fait préparée, une soirée d'observation qui donnera toutes les astuces qu'il faut. C'est pas des choses très très chères, mais donc si vous offrez l'instrument par exemple pour Noël à une personne de votre famille, voyez avec les autres personnes de la famille pour offrir les petits accessoires, justement la petite lampe frontale rouge, etc. Il faudra éventuellement un filtre pour la lune quand même, parce que la lune est très très lumineuse à regarder. Il n'y aura pas forcément grand chose de plus, peut-être un filtre pour la pollution lumineuse si vous habitez en ville. Au niveau de votre localisation, justement, j'aimerais quand même revenir sur cet aspect-là. Je vous mets en lien dans la description aussi une carte que je vous affiche, qu'on appelle les cartes de l'AVEX. C'est une carte qui vous indique la pollution lumineuse en France. Si vous êtes dans le bleu, dans le cyan ou dans le vert, vous allez pouvoir faire des observations vraiment de tout. Si vous commencez à être dans le rose, voire carrément dans le magenta et le blanc, là à ce moment-là vous avez énormément de pollution lumineuse, ça va être plus difficile. Il n'est pas impossible de faire de l'observation du ciel profond en pleine ville. Simplement, il vaut mieux plutôt avoir un télescope de grand diamètre et avoir de l'expérience. Il faut bien le considérer, c'est-à-dire que moi, voilà, j'habite sur la métropole lilloise. Si je veux vraiment avoir un bon ciel, c'est 35 minutes de voiture, voire 1 heure. Donc si vous offrez ce télescope à un enfant et que vous habitez en pleine ville, pensez quand même que voilà, il y a peut-être la nécessité que vous allez devoir prendre la voiture avec lui pour l'emmener. Et c'est aussi un des intérêts des clubs, c'est justement des notions, pourquoi pas, de covoiturage pour partir faire de l'observation ensemble. Venons-en maintenant au cœur finalement de notre épisode, la raison pour laquelle vous êtes là, les références, et j'ai une trentaine de références pour vous. Donc on va commencer tout de suite par un instrument finalement auquel on ne pense pas beaucoup, c'est les paires de jumelles. Alors attention les paires de jumelles, méfiez-vous quand même des paires de jumelles de grande surface, elles sont d'une qualité un peu moyenne, et surtout souvent elles sont traitées anti-reflet, vous voyez des bons reflets orangés sur les lentilles. Celle-ci c'était le cas, mais en fait le traitement a disparu. Et maintenant que le traitement a disparu, elles sont plutôt pas si mal que ça pour l'observation quand même du ciel profond, elles sont assez lumineuses. Mais il vaut mieux quand même partir sur des paires de jumelles quand même un peu plus dédiées astro. Et puis l'idéal c'est quand même d'aller les tester dans un magasin d'astronomie, parce que si vous portez des jumelles, enfin des lunettes, eh bien c'est pas toujours évident avec une paire de jumelles. On commence par des 7x50 de chez Bresser. Alors 7x50, 7 fois c'est le grossissement, 50 c'est le diamètre de l'objectif finalement de votre paire de jumelles. Et donc ça va caractériser sa luminosité. Vous faites 50 divisé par 7, vous avez ce qu'on appelle une pupille de sortie. Et il faut que ce soit le plus proche possible de 6. Donc 7 par 50, ça fait 7. Et bien c'est pas mal du tout. Vous avez des 10 par 50 chez Celestron. Et bien là ça fait 5 mm de pupille de sortie. Mais c'est plutôt, voilà, c'est pas mal parce que le grossissement est quand même pas mal du tout. Vous avez des 10 par 60 qui seront plutôt franchement bien. Et bien c'est à peu près ce que me permet celle-là en fait. Avec le grossissement minimum, ça me fait des 10 par 60 et franchement c'est pas mal du tout pour naviguer dans le ciel. On voit quand même pas mal de choses. Mais bon, une centaine d'euros, mais vous allez voir, on va comparer après ça tout à l'heure avec une lunette astronomique. Vous avez des Skywatcher donc 15 par 70.
Et puis après, derrière, des Célestron 20 par 80. Alors, on retrouve les mêmes sur plusieurs marques parce que généralement, elles sont toutes sorties de la même usine. Clairement, au-delà d'un certain grossissement, on va dire au-delà de 10 fois, il est obligatoire finalement d'avoir un support. Alors, elles sont souvent avec la possibilité finalement de pouvoir visser un support comme ça, qui coûte pas très très cher et qui se met sur un pied photo avec une vis au Kodak. Ça permet de les tenir. Le problème, c'est qu'on sera vite quand même gêné par le pied photo. Donc, si vous avez un très grand pied photo, vous allez pouvoir vous mettre sur une chaise avec le pied finalement au-dessus de vous et d'être comme ça. C'est tout à fait faisable, moyennant de jouer sur la longueur des pieds. Et là, c'est quand même sympa. Avec une paire de jumelles, vous allez pouvoir voir énormément de choses finalement. Au niveau du ciel profond, c'est franchement étonnant. On a du mal à le croire, mais réellement, on peut voir beaucoup de choses dans le ciel profond. Donc, c'est plutôt pour ceux qui habitent à l'extérieur des villes. Mais en tout cas, pour les vacances, ça peut être vraiment le top. Par contre, pour les planètes, on n'aura pas de détails. Et pour la Lune, on aura quelques détails, mais ce sera vraiment pas extraordinaire quand même. Mais ça peut être une bonne possibilité. En tout cas, comme deuxième instrument, j'ai envie de dire, quand on possède un vrai instrument, j'ai envie de dire, une paire de jumelles, c'est pas idiot du tout, clairement. Et vous avez un petit pack de chez Stelvision avec voilà, un petit guide de l'observation du ciel avec une paire de jumelles. Je vous recommande aussi ce pack, il est super top. Les instruments pour enfants. Je vous propose déjà de commencer par cette lunette Omegon 70 par 700. C'est une lunette qui ne sera pas ultra lumineuse. On est avec un rapport focale sur diamètre à 10. C'est une lunette qui sera bien pour observer les planètes. On va pouvoir aller sur un grossissement de 70 fois, donc c'est quand même plus élevé que notre paire de jumelles de tout à l'heure. On va pouvoir observer des détails sur la Lune, les planètes. Par contre, pour l'observation du ciel profond, ce sera un peu limite. L'image manquera un peu de luminosité. Sous un très bon ciel, ça va passer. Sur des objets lumineux, même en ville, ça va passer, mais ce sera quand même pas extraordinaire non plus. Faut être très honnête. Globalement, des lunettes comme ça, on en trouve des tonnes. Celle-ci, je vous la propose avec un chercheur point rouge. C'est pour ça que je prends la Omegon et pas la Skywatcher. Voilà, ça peut être une possibilité. Pour moi, c'est pas le meilleur choix, mais c'est une possibilité. Chez Célestron, ça va être un peu pareil, avec une 70-900 encore plus typée planétaire. Par contre, il va faire des belles images et qui a une monture qui est plutôt de bonne qualité. Vous avez chez National Geographic une 70-900, même chose, avec une monture qui peut faire à la fois une monture donc azimutale comme ça et à la fois une monture équatoriale comme celle-là. C'est pas mal parce que ça va nous permettre, on va pouvoir l'incliner, on va pouvoir la motoriser. Laurent Oumar de la chaîne Astronomie à la lunette, et je vous mets un épisode là que j'ai tourné avec lui justement sur ces lunettes là où il nous raconte un peu son témoignage. C'est vraiment un spécialiste de l'utilisation de ça. Il a motorisé la sienne, il me donne un tuto pour ça. Il faut être un petit peu bricoleur. Pour ça, je vous dis qu'il faut être un peu bricoleur, un peu démerdard. Mais cette lunette, on peut faire des choses vraiment sympas, et quand vous sortez des villes, on peut quand même faire de l'observation du ciel profond. Mais on est quand même vraiment sur un instrument dédié planétaire. Un Maksutov, celui-là, vous allez le mettre sur un pied photo. Alors, c'est beaucoup plus compact. Par contre, c'est aussi peu lumineux qu'une lunette. Mais ça donne des très belles images en planétaire. Mach 90, un instrument d'appoint, j'ai envie de dire, pour même des personnes qui possèdent des gros instruments. J'ai un ami qui possède un Maksutov 90 et ça peut être une bonne idée. Et celui-là, je vous le propose, donc là aussi avec un petit chercheur point rouge. Le Maksutov est le premier bon instrument pour faire de la photo planétaire, par exemple, et des photos de la Lune, faut le savoir. On continue avec un petit Dobson 114 par 500. Ça, c'est un Dobson 114 par 1000, donc ça vous donne une idée du diamètre. La base, elle repose sur le même principe que celle-ci, elle est juste un peu plus balèze. Et franchement, ça peut être une bonne idée. C'est un Dobson de table, donc il faut quand même avoir une table voilà, un petit peu solide, un petit peu... voilà, pas une table de jardin qui branle dans tous les sens, mais ça peut être une très très bonne idée d'instrument justement pour un enfant. C'est hyper compact, ça se range vraiment dans une penderie, en bas d'une penderie. C'est franchement un super instrument pour débuter. Vous avez dans la même idée le 136-150 chez Bresser. Le problème, c'est que Bresser est en rupture de stock globalement à l'échelle mondiale. Vous voyez, ça arrive le 15-12-2021, c'est encore faisable. Et vous avez le 157-150, son grand frère. Celui-là, c'est un instrument vers lequel on pourra ensuite évoluer vers de la photo du ciel profond et de la photo lunaire avec un appareil photo numérique.
On est avec les deux de chez Bresser, le 130 et le 150, on est sur des miroirs parabolique et non plus sphérique. La qualité d'image est clairement meilleure à fort grossissement, il y a une vraie différence. On est sur là les premiers bons instruments polyvalents, rapport focal sur diamètre à 5, polyvalents pour l'observation justement du ciel profond. Dernière possibilité que je vous propose, une petite lunette donc achromatique 102 par 500. Le rapport focal sur diamètre est le même, donc ça reste assez lumineux. Et c'est une lunette qui sera tout à fait utilisable pour de l'observation polyvalente, qui sera relativement compacte. Donc un instrument, pourquoi pas, de voyage, qui peut être sympa. Et on peut déjà grossir une centaine de fois avec ça. Ce sera un tout petit peu limite, voilà, pour la qualité de piqué d'image à fort grossissement. Mais c'est un instrument polyvalent, ça peut être un instrument d'entrée justement dans le domaine de l'astronomie. Alors on continue justement avec des instruments cette fois qu'on va même offrir plus à toute la famille, voire même un adulte. Et bien ça peut être une possibilité, effectivement cette même lunette peut être une possibilité pour un adulte. Vous avez les Newton 130 par 900, donc c'est les grands frères finalement de ceux-là, c'est le même en un peu plus gros. Alors, à la fois c'est bon instrument et à la fois un pas bon instrument, je m'explique. La monture est un peu trop limite, une Q2 pour un télescope de ce poids-là, ça va gigoter un peu dans tous les sens. La monture n'est pas motorisée. Par contre, le tube est quand même pas mauvais, c'est un instrument qui est médian en termes de polyvalence. On peut faire du planétaire, on peut faire du ciel profond. C'est pas le meilleur en ciel profond. En planétaire, quand il est très bien réglé, en réalité, c'est très bon. On a sur le Discord de la communauté Astro, Théoman, qui fait des photos planétaires avec un 130 par 900 et c'est franchement assez bluffant. En réalité, le tube est clairement bon. Seulement voilà, c'est la monture qui pêche un petit peu, mais avec de la bidouille, on ira pour faire de la photo planétaire, on pourra quand même bien s'éclater. Maxutov, là, toujours un Mac 90, c'est plus petit, ce sera moins performant en termes, voilà, en termes de puissance pure. Par contre, on n'aura pas de réglage à faire avec une petite monture EQ1. Le tube est beaucoup plus léger et là, on va pouvoir faire aussi de la photo lunaire planétaire avec cet instrument-là. En fait, c'est le même, mais avec une monture que l'on va pouvoir motoriser pour suivre la rotation du ciel. Donc avec ça, vous allez pouvoir quand même envisager de faire des petites photos sympas des planètes moyennant des petites caméras spéciales. Chez Bresser, vous avez à peu près le même type d'instrument, toujours un Maxutov, par contre avec un flip mirror qui va permettre de mettre un appareil photo à l'arrière de l'instrument. C'est une possibilité, mais ceci dit, vous avez aussi la possibilité de le faire derrière le Skywatcher. Le Skywatcher, là cette fois le Maxutov 127, le diamètre est plus important, c'est plus important que ça. C'est un vrai bon instrument pour de l'observation et de la photo planétaire. C'est vraiment un instrument sérieux. Je vous le propose sur une monture équatoriale, elle n'est pas motorisée certes, mais je vous le propose sur une monture équatoriale parce qu'on va aller vers de la photo. Ce tube-là, vous allez le trouver alors chez Celestron ou chez Skywatcher sur des montures azimutales GoTo. Je vous le déconseille, pourquoi? Parce que même si vous avez le suivi de la rotation du ciel, vous allez avoir des notions de rotation de champ, ça va pas être top pour faire de la photo. Mais en tout cas, c'est un bon instrument, très clairement, ça, c'est beaucoup plus cher, clairement, mais c'est un bon instrument pour le planétaire. Et on retrouve les petits Dobson 130 et 150, ceux-là, je ne vais pas besoin de me répéter. On va embrayer tout de suite avec le Dobson 200 de chez Skywatcher. Il faut bien comprendre une chose, c'est que plus vous allez augmenter les dimensions de l'instrument, enfin le diamètre, plus les dimensions vont augmenter et donc vous allez avoir des contraintes de dimension et de poids. Donc à un moment donné, la monture va pas être l'idéal, c'est pour ça qu'on fait des montures Dobson posées au sol et aussi pour des questions de dimension. Un Dobson donc 200, c'est déjà beaucoup plus lourd. Vous avez tout un épisode complet sur la chaîne sur lequel je montre les premiers pas avec donc la prise en main de ce Dobson 200 par 1200. Il existe sous la marque de chez Pearl aussi, le Pearl Dumbbell 200. Et franchement, c'est un super instrument. Pour moi, un bon instrument pour faire de l'observation planétaire et ciel profond. C'est le premier vraiment bon instrument pour faire de l'observation. Par contre, pour de la photo, on pourra faire de la photo lunaire un tout petit peu planétaire, mais il n'est pas motorisé. Et à fort grossissement, eh bien, les planètes, elles s'en vont très rapidement, je peux vous le garantir. Un Dobson, cette fois 250 de chez GSO.
Vous allez pouvoir le trouver également sous la marque de chez Kepler ou chez Omegon également. Et ce Dobson là est un très bon instrument également. J'ai un ami qui l'a et franchement il en changerait pour rien au monde. Une valeur sûre très clairement. Alors le prix a clairement augmenté avec voilà la pénurie, comment dire, l'augmentation du prix aussi des conteneurs. Mais donc ça c'est une bonne valeur, vous pouvez aller dessus. Sur les contraintes justement de volume, de poids et de transportabilité, vous pouvez aller sur les Explore scientifiques qui se démontent et qui se rangent en 2 grandes boîtes. Donc vous allez pouvoir les mettre facilement dans un coffre de voiture et tout ça. Partir en voiture, si vous avez une grosse voiture, genre une Scénic, une Espace ou quelque chose comme ça, eh bien c'est tout à fait possible de partir en vacances avec ce type d'instrument. Et là, ce type d'instrument, alors 250, mais ça va jusqu'à 300, 400, même 500 mm, et bien là c'est des instruments où on en prend plein les yeux en termes d'observation justement du ciel profond et en observation planétaire également. Si par contre la personne à qui vous voulez offrir un instrument possède un appareil photo et un appareil photo de bonne qualité, par exemple un réflexe ou un hybride avec un bon objectif, bon ici c'est un Samyang 135, les objectifs zoom transfocal c'est pas l'idéal mais bon, ceci dit, un bon appareil photo, vous pouvez envisager de lui offrir une monture motorisée comme la Star Adventurer. C'est une monture qui va compenser la rotation de la Terre avec un moteur qui va tourner sur un axe, il n'y a pas besoin de tourner sur 2 axes. Et cette petite monture, justement, elle est top parce qu'on peut aller jusqu'à 300 mm de focale. On peut aller jusqu'à 3 kg sans aucun problème dessus et franchement on va pouvoir faire des photos assez bluffantes, même à 135 mm de focale, avec un appareil photo, voilà, par exemple un APS-C 24 millions de pixels, vous allez pouvoir avoir des très très belles photos justement et résoudre des amas globulaires, des nébuleuses, des galaxies et tout ça. On peut faire des choses vraiment sympas. Alors si on monte à 300 mm de focale, c'est encore faisable et on arrive à sortir des bonnes choses. Donc vous avez la Skywatcher, donc Star Adventurer, et vous avez chez Ioptron une monture équivalente également. Franchement, c'est des super montures. Moi, à chaque fois que je pars en vacances et tout ça, je pars avec ça. On peut faire des timelapses, on peut même l'incliner de façon à faire un timelapse horizontal avec la Voie lactée qui est en rotation par-dessus. Franchement, c'est super top. Enfin, il y a une autre possibilité, c'est d'acheter juste un tube seul. Et ensuite finalement d'aller sur un peu de bricolage ou un petit peu de bidouille. Vous avez ce Maxutov donc de chez Skywatcher qu'on a vu tout à l'heure et vous allez le mettre sur un pied photo tout simplement, ça permet de faire des petites économies. Pareil avec le modèle cette fois de chez Bresser avec l'histoire du flip mirror, celui-là franchement est pas mal aussi, moi j'aime bien. Vous avez chez Skywatcher le Max 127, même chose, alors il fait 3,5 kg à peu près hein, quand on va mettre un oculaire et tout ça, sur un pied photo, il faut un bon pied photo bien balèze quand même. Parce que ça va avoir tendance un peu à tirer en arrière, mais ça c'est vraiment une bonne possibilité également. Et après ça on ira acheter une monture motorisée pour pouvoir faire de la photo justement planétaire avec une monture motorisée. Vous avez un 150-750 chez Skywatcher, celui-là est à 300 €. Alors, on ira pour lui bricoler une monture comme celle-là, donc je vous mets un tutoriel. C'est pas, voilà, il faut même pas 40 € pour faire ce bricolage. Par contre, on n'aura pas besoin de faire un système de blocage comme j'ai fait là pour bloquer le tube, puisque en fait, on a ce qu'on appelle une queue d'aronde et en fait, il y a la possibilité de visser par-dessous. Donc, on va faire une boîte et on va visser par la queue d'aronde et ça marchera très bien. Donc ça c'est une super idée, ça peut être une vraie possibilité. Par contre, je vous conseille plutôt de partir sur le PDS. Pour porte-oculaire dual speed, donc le PDS, et en fait ça permet d'avoir une mise en point beaucoup plus fine et en photo ce sera indispensable, en tout cas quasiment indispensable. Et donc 150 par 750 c'est un bon instrument qui va permettre de faire du planétaire, faire du ciel profond. Il est polyvalent. C'est un tube avec lequel on fait vraiment de la photo. C'est le premier bon tube polyvalent pour faire de la photo, clairement. Donc ça peut être une possibilité. Puis vous avez des possibilités aussi de monture. Par contre, ne prenez pas sur une EQ 3.2, ce sera trop light. Il vaut mieux partir minimum une EQ M35 et sinon voir une EQ5 HEQ5. Là, cette fois, vous avez le 200 par 1000, c'est le grand frère, plus gros, plus puissant, bien évidemment, super tube universel pour faire du ciel profond et du planétaire. Même chose là au niveau monture, on partira sur non pas une HEQ5, mais plutôt une EQ6. Donc,
En tout cas, un super tube très universel et vraiment 200 mm de diamètre. On peut vraiment s'en mettre bien la rétine en observation visuelle et en photo, on peut vraiment faire des trucs super sympas. Le dernier, un 200 par 800, ce sera plus orienté cette fois pour le ciel profond. Ce sera plus exigeant en termes de qualité de réglage, de mise au point, de ce qu'on appelle la collimation, c'est-à-dire l'alignement des miroirs. Ces télescopes de type Newton, il y a un alignement de miroir à faire. Sur les Max Soothoff, il n'y en a pas. C'est ça l'avantage. Sur les lunettes, il n'y a pas de réglage non plus à faire d'alignement. Celui-là, il sera plus exigeant pour ça. Par contre, c'est un excellent instrument pour faire de la photo du ciel profond. Donc si vous habitez voilà, en pleine campagne, que la personne est certaine de vouloir faire de la photo, voire possède déjà l'appareil photo, offrez-lui celui-là et ensuite on viendra faire une monture et ensuite à terme, c'est un 200 mm, il faudra acheter une Q6, c'est 1300 € quand même la monture, hein. Je préfère être très honnête dès le départ. Quand on fait de l'astrophoto du ciel profond, le plus important et le plus cher, ce sera la monture. Voilà, donc on a passé en revue un petit peu toutes les différentes possibilités, en tout cas une trentaine de références qui devraient pouvoir vous aider à offrir le bon cadeau. J'insiste quand même sur le fait que l'idéal c'est de lui avoir demandé qu'est-ce qui te conviendrait, qu'est-ce qui te ferait plaisir, et vous avez mon épisode donc voilà, quel télescope acheter, critères, pièges, références sur lequel vraiment je vais bien plus en détail au niveau technique et qui permet de faire vraiment le bon choix. J'insiste sur le fait qu'il est vraiment fortement conseillé, voire indispensable d'adhérer à un club physique, ce qui permet d'emprunter les instruments, en tout cas d'utiliser les instruments avec les membres du club et de pouvoir apprendre comme ça sur pièce plutôt que de partir sur un achat qui serait pas forcément une très bonne idée. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura aidé. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire si nécessaire, à me contacter par donc le Discord de la communauté Astro ou par Messenger Facebook. Bon, je suis peu dispo, n'en abusez pas, mais je suis quand même un peu dispo pour vous aider. Ou acheter votre télescope. Alors très clairement, pas en supermarché, oubliez, pas chez Amazon, oubliez également. Vous aurez 0 SAV, laissez tomber, ce sera mort. Clairement, vous allez sur des magasins d'astro, je vous mets une carte de France avec la majorité des les principaux magasins en France et je vous mets les liens dans la description. Ces différents magasins, c'est des vrais magasins d'astronomie, des gens qui s'y connaissent, qui sauront répondre à vos questions. Certains d'entre eux voilà, me permettre de toucher une petite commission et de participer au remboursement des frais de la chaîne. Une chaîne astro, surtout pour voilà, vous montrer différents matériels, vous permettre de faire des tutoriels et tout ça, ça coûte de l'argent. Donc pour ça, vous avez AstroShop, vous avez Univers Astro qui me permettent de toucher une commission. Vous avez aussi Optic Unterlinden qui m'a déjà sponsorisé un épisode. Sinon, vous pouvez aller quand même chez, voilà, si vous habitez à côté de tel ou tel magasin astro, bien sûr, allez-y. Vous y allez de ma part, vous leur dites, mais contactez la chaîne Astro, sponsorisez-les, je viens de leur part. Et voilà, chacun a droit à sa part du gâteau, il n'y a pas de souci avec ça. Je vous mets donc tous les liens dans la description sur les magasins et tous les liens dans le premier commentaire épinglé sur les télescopes eux-mêmes. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura aidé. Je vous souhaite en tout cas un beau cadeau, des très belles observations avec la personne à qui vous allez l'offrir. Vous avez surtout bien évidemment tous mes tutoriels sur la chaîne. Tout est intégralement gratuit pour apprendre l'astronomie sur... voilà, il n'y a pas besoin d'aller payer des formations. Donc faites connaître ma chaîne à la personne à qui vous allez offrir l'instrument. Vous pouvez bien sûr laisser un petit mot dans l'espace commentaire, un petit like, surtout partagez cet épisode autour de vous, c'est important, ça peut donner des bonnes idées. Voilà, des petits accessoires quand même, très important, la frontale, les petites mitaines moufles et tout ça je vous mets dans la description. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.